Enregistré. Enregistré. Conclusion, univers en mouvement, catégorie geste et platonisme dynamique. Là, c'est un peu la structure, le squelette de ce livre. Il y aura par ailleurs un numéro de la revue de synthèse, auquel participera d'ailleurs Jean-Claude Moncel, mais aussi Alain Cohn. C'est important parce que, évidemment, comme tout grand mathématicien, il est considéré comme platonicien, mais on verra que c'est un Platon précisément qui n'est pas le Platon standard, mais qui est le Platon dynamique. Nous développons les idées ensemble. Donc voilà. En dehors de ça, je vous renvoie quand même à un ouvrage fondamental, l'ouvrage de Marie-Dominique Richard, qui s'appelle L'enseignement de Platon, qui est paru en 1987, donc c'est pas tout à fait nouveau, et qui fait un point très important sur le Platon ésotérique, c'est-à-dire le Platon moral, disons. Et c'est un livre, à mon avis, incontournable et qui a changé beaucoup de choses dans l'approche qu'on a de l'œuvre de Platon, qui est un livre qui a été très discuté. Et à propos de ce Platon oral ou ésotérique, et donc du Platon précisément de platonisme dynamique, il y a eu des débats assez féroces chez les platoniciens, et surtout il y a un silence plus ou moins généralisé sur la question. Alors, je commence par une citation d'Aristote parce qu'elle dit tout sur la position d'Aristote à l'égard de Platon. C'est critique, comme vous savez, dans la métaphysique, métaphysique alpha, métaphysique mu et métaphysique nu. En particulier, il traite des mathématiques et du platonisme, et c'est là qu'il établit sa critique. Mais en même temps, ce sont les seuls témoignages importants que nous avons sur ce platonisme ésotérique. Voilà ce qu'il dit: les mathématiques sont devenues, pour nos contemporains, toute la philosophie, alors qu'ils prétendent qu'il ne faut les étudier qu'en vue du reste. Donc, c'est une phrase qui résume très bien la position d'Aristote. Je vais commencer par citer Lichnerovitch. Et voilà ce qu'il dit dans Albert Lottmann et la philosophie mathématique, dans la revue Métaphysique et de morale, en 1978. On pourrait caricaturer Lottmann en disant qu'il est Hilbert plus Platon. Mais l'essai de réponse de Lottmann à sa question fondamentale, qui est une question fondamentale, est beaucoup plus complexe. Son Platon n'est pas, sauf par son nom, celui que nous connaissons, plus ou moins déformé par les lectures successives de ses œuvres. C'est, si j'ose dire, un Platon en idée, dont tout le platonisme est à entreprendre ex nihilo, à partir de l'expérience du devenir des mathématiques. Pour Lottmann, comme pour des commentateurs modernes de Platon, citation, les idées ne sont pas les essences immobiles et irréductibles d'un mode intelligible, mais elles sont elles-mêmes en devenir, liées les unes aux autres, selon les schèmes d'une dialectique supérieure qui préside à leur venue. C'est un texte que je considère comme important, vu sa date et vu la personnalité aussi du mathématicien, qui était professeur au Collège de France et regretté, André Lichnerovitch. La deuxième, c'est notre ami Jean-Claude Dumoncel. Voilà ce qu'il dit dans un article qui s'intitule 4 degrés d'engagement dans le platonisme mathématique. Je considère que c'est un texte de Jean-Claude qui est fondamental parce que c'est un des très rares qui a approfondi ce platonisme mathématique. Voilà ce qu'il dit. Depuis le célèbre article sur le platonisme dans les mathématiques de Paul Bernays, publié en 1935, donc à l'époque où opère Lottmann, il est devenu mathématiquement notoire qu'en mathématiques, il existe quelque chose comme un héritage de la pensée platonicienne. Cependant, il n'y a qu'une approximation très insuffisante.
Si nous voulons envisager dans toute son ampleur la place de Platon, non seulement dans la philosophie des mathématiques, mais dans la pensée mathématique elle-même, c'est important, nous devons distinguer, pour parler comme Quine, au moins 4 degrés d'engagement dans le platonisme mathématique. Alors, quels sont ces 4 degrés? Il y a le platonisme binaire de Bernays. Ensuite, Jean-Claude traite le platonisme ternaire de Thom et la plate conceptuelle fibrée. Là, il y a des choses à dire aussi en connexion avec Gilles Châtelet sur sa conception du fibré. Troisième point, le platonisme quaternaire de Lotman. Et enfin, en quatrième position, le platonisme sélectif de Bouligan-Lotman. Donc, vous pouvez trouver là sur Internet, vous pouvez trouver ce texte important de Jean-Claude. Alors, je terminerai ces citations exergues par François Roustan dans Il suffit d'un geste en 2003. Il ne peut pas penser celui qui ne peut pas sentir. Toute pensée engage le corps d'une certaine façon. La relation, je l'établis avec Lotman, évidemment, on verra pourquoi. Mais aussi, on pourrait l'établir avec Gilles Châtelet, ce qui était aussi sa position philosophique fondamentale et de mathématicien. Alors, je dirais que une sorte de halte s'impose ici et concerne l'importance fondamentale de l'œuvre d'Albert Lotman dans la question de l'établissement d'un platonisme dynamique. C'est à notre avis le tout premier usage de la notion, ou plutôt de son équivalent conceptuel, hors du champ spécialisé des antiquistes, qui soit appliqué aux mathématiques et à la physique. Les antiquistes référents de Lotman, en dehors du cas d'Oscar Baker, ont limité leur champ d'investigation philosophique aux mathématiques antiques, et seul Lotman prendra en vue le monde physico-mathématique contemporain. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré d'autres philosophes qui est opéré dans ce champ. Et nous allons voir, entre autres, à quoi correspond le développement transversal de son platonisme, au renouveau duquel il participe résolument en métaphysique. Alors, premier point, c'est le contexte. Lotman fonde principalement son argumentation. Alors, oui, attendez, parce que oui, il me manquait quelque chose. J'avais rajouté une phrase de Lotman, mais qui est très indicative de sa position et par rapport à Platon. Il dit: la pensée de M. Weil est sans aucun doute de considérer dans Gruppentheorie und Quantenmechanik, au chapitre 3, que des transformations au groupe abstrait, il y a appauvrissement, et qu'en sens inverse, la descente du groupe abstrait aux représentations, qui opère sur un espace de points, nourrit de matière la forme un peu vide du groupe abstrait. Et là, on a un exemple typique de la conception de Lotman, de la montée et de la descente, de la montée vers l'absolu et de la descente vers le concret. Alors, je reprends. Euh, Lotman fonde principalement son argumentation sur les travaux de Julius Stenzel, Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles, en 1924. Oskar Becker, die Diaretische Erzeugung der platonischen Idealzahlen, Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomik und Physik, en 1931. Donc les dates sont importantes. Et sur Léon Robin, son Platon, paru en 1935. Dans la discussion, je reviendrai sur l'usage que fait Lotman de Léon Robin, et en particulier sur le fait qu'il s'arrête essentiellement, uniquement, dans les écrits que nous avons, du Platon de 1935. Alors, c'est en conclusion de l'essai sur les notions de structure et d'existence en mathématiques que Lotman dévoile ses sources. Voilà ce qu'il dit. Nous voudrions montrer, avant de conclure, comment cette conception d'une réalité idéale, supérieure aux mathématiques, et pourtant si prête à s'incarner dans leur mouvement, vient s'intégrer dans les interprétations les plus autorisées du platonisme.
Tous les commentateurs modernes de Platon ont au contraire insisté sur le fait que les idées ne sont pas les essences immobiles et irréductibles d'un monde intelligible, mais qu'elles sont liées les unes aux autres, selon les schèmes d'une dialectique supérieure qui préside à leur venue. Les travaux de Léon Robin, de Stenzel, de Baker ont à cet égard apporté une clarté considérable sur le rôle dominateur des idées-nombres en ce qui concerne aussi bien le devenir des nombres que celui des idées. Dans le recueil de 2006, publié chez Vrin, page 230. Qui sont ces auteurs porteurs d'une vision nouvelle de la philosophie platonicienne? Baker, Stenzel et Robin sont tout juste les contemporains de Lottmann. Et il lui aura fallu un flair philosophique absolument hors du commun pour découvrir leur platonisme dynamique, qui viendra s'appliquer dans le champ des mathématiques comme de la physique contemporaine. Deuxième point, Lottmann et Platon vers un platonisme dynamique. Le simple relevé des citations lottmanniennes permet à tout lecteur de faire le point réel sur une théorie qui non seulement est au fait de la révolution radicale et irréversible touchant les études platoniciennes, avec Baker, Stenzel et Robin, et j'ajouterai ce qui est pour moi le véritable article fondateur, c'est le texte de Rodier, Les mathématiques et la dialectique dans le système de Platon, dans Archiv für Geschichte der Philosophie, qui est de 1902. On verra qu'il y a un texte essentiel, central de Robin qui est de 1903. Mais ce texte de Georges Rodier, je vous conseille vraiment de le lire dans les études de philosophie grecque paru en 26, mais en 1902 en allemand, qui est véritablement le texte qui est inaugurateur des études sur ce qu'on va appeler le platonisme dynamique. Parce que c'est un article qui prend acte de l'existence d'un rapport profond entre mathématiques et dialectique chez le philosophe, qui l'intériorise définitivement dans le champ philosophique et explicatif des mathématiques modernes, mais qui par ce biais en élargit largement le domaine. C'est l'effet en retour de la théorie lottmannienne sur la philosophie platonicienne. Elle devrait être un objet d'étude pour tout philosophe platonicien ou tout spécialiste quelque peu intéressé aux questions dialectiques en général. Effectivement étonné que autant moi j'ai été très, comment dire, influencé par ma lecture de Lottmann, en l'occurrence par deux ou trois notes qui traitaient de platonisme dynamique, chez Baker, chez Stenzel et chez Robin. Et c'est vrai que je suis toujours très étonné que du côté des platoniciens de profession, je ne connais pas de lecture qu'ils auraient faite de Lottmann pour au moins se confronter à l'interprétation lottmannienne de la dialectique. Alors, en dehors de ces réflexions pertinentes sur le platonisme dynamique lottmannien, l'entreprise d'Emmanuel Barrault est également exemplaire sur son rapprochement avec la dialectique hegelienne, qui est un point essentiel. Alors, sur cette question, je vous renvoie à la revue philosophique, au volume 37 de 2010, et le texte de Barrault. Alors, il y a un débat dans cette revue. Il y a Fernando Zalamea qui y participe d'ailleurs. Le texte de Barrault, c'est la dualité de Lottmann contre la négativité de Hegel et le paradoxe de leur formalisation, contribution à une enquête sur les formalisations de la dialectique. C'est un texte clé, un texte très important, en particulier par la connexion, le rapprochement entre Platon et Hegel. Alors, dans le cadre d'un travail parallèle sur Jean Cavaliès, on lira aussi avec grand intérêt le travail de Baptiste Mélès, qui est celui-ci, Mathématiques et lecture de Hegel, de Jean Cavaliès à William Loweir. Alors là, on étend encore comment dire, l'influence et l'importance de Platon à Hegel jusqu'à Loweir et jusqu'à la théorie des catégories. Alors, on sait que l'édition de 2006 des œuvres de Lottmann a été préfacée par Fernando Zalamea et qu'il interprète l'œuvre de Lottmann en termes catégoriciens, en termes y compris grothendieckien.
Donc, ce texte de Baptiste Mélès, qui est aussi très important, c'est dans Philosophia Scientiae, c'est en 2012. Donc, vous pouvez le trouver dans les archives ouvertes aussi sur ce point. Alors, je prendrai pour échantillon représentatif du numéro philosophique une citation de Fernando de Zalamea qui élargit et précise mathématiquement ses propositions antérieures avancées dès 2006, donc dans sa préface à la publication chez Vrin des œuvres de Lotman. Alors, pour une analyse critique de l'entreprise de Zalamea concernant cette mathématisation, traduire la dialectique des idées et schémas de structure lotmanien dans l'idiome de la théorie des catégories, je vous renvoie à l'article de David Corfield, toujours dans Philosophique, qui s'intitule Commentaire sur Emmanuel Barrault, Lotman, qui est un dialogue avec Fernando Zalamea. Voici le texte de Fernando. En fait, à un moment difficile, le jeune normalien s'est érigé contre une démission de la philosophie aux dépens du langage. On voit bien l'attaque des analytiques, et qui a souhaité à la philosophie des sciences une ambition plus haute et a imaginé un programme de compréhension des mathématiques modernes, non analytique, discret ou statique, ouvert vers une synthèse continue et dynamique du savoir, ce qui explique son penchant profond pour un platonisme non réifié, ouvert au mouvement, suivant Nathorpe et Robin. Nathorpe, c'est aussi tout un pan, tout un chapitre des études des années 30 de l'œuvre de Platon, vu d'un point de vue néo-kantien. Alors, il est étonnant que la logique des faisceaux montre, en accord avec le philosophe, que cette connaissance continue de la vérité est possible. Ainsi, en lisant Lotman, on arrive à écouter la voix des choses, citation de Grothendieck, et à percevoir quelques préfigurations conceptuelles qui, plus tard, vont se traduire techniquement dans les mathématiques effectives, selon une dialectique générale qui tient compte d'une authentique oscillation pendulaire. Une analyse synthèse du concept de faisceau peut se réaliser suivant quelques lignes lotmaniennes. Un texte très très important dans ce texte publié dans Philosophique, page 22, mixte et passage du local au global chez Lotman, préfiguration de la théorie des faisceaux. Alors, pour conclure sur ce point, j'ajouterai à ce qui a été dit que Lotman était rigoureusement engagé dans un procès de désubstantialisation de la philosophie mathématique, en particulier par un déplacement et une complicatio du rapport métaphysiquement fondatif forme-matière, qui est un autre thème platonicien. Alors, troisième point, quelques exemples. À titre d'exemple, et parmi tant d'autres, toujours de l'année 1937, le théorème de Jacques-Herbrand sur les champs s'offre pour Lotman comme un cas presque pur de solidarité entre un ensemble d'opérations formelles, définies par un système d'axiomes, et l'existence d'un domaine où ces opérations sont réalisables. Et il note à ce propos, il semble qu'une certaine restriction adhère encore à ce schéma logique. La genèse n'y a lieu en effet que dans un sens des opérations au domaine. Or, si l'on peut établir entre le domaine et les opérations définissables sur lui une appropriation rigoureuse, on peut chercher à déterminer aussi bien les opérations à partir du domaine que le domaine à partir des opérations. Alors, cette dialectique, ce rapport d'aller et retour, qui est aussi une particularité de la philosophie de Fernando, est évidemment un noyau central des procédures conceptuelles de Lotman. Notre intention étant de montrer que l'achèvement interne d'un être s'affirme dans son pouvoir créateur, cette conception devrait peut-être logiquement impliquer deux aspects réciproques. L'essence d'une forme se réalisant au sein d'une matière, qu'elle créerait, l'essence d'une matière faisant naître les formes que sa structure dessine. En fait, le schéma de genèse que nous allons décrire au sein de théories plus compliquées abandonne l'idée trop simpliste
de domaines concrets et d'opérations abstraites qui posséderaient en eux-mêmes comme une nature de matière ou une nature de forme. Cette conception tendrait en effet à stabiliser les êtres mathématiques dans certains rôles immuables et ignorerait le fait que les êtres abstraits qui naissent de la structure d'un domaine plus concret peuvent à leur tour servir de domaine de base pour la genèse d'autres êtres. Citation importante de Lottmann, page 186-187 de l'édition Fernando. Alors, je dirais que on parlera ici du résultat d'une certaine axiomatique philosophique et de son auto-application par réflexion. Ce qu'affirme Lottmann de la logique mathématique, des théorèmes d'existence dans la théorie des fonctions algébriques ou de la théorie de la représentation des groupes en tant que domaine différent de l'investigation transcendantale, est retourné par symétrie sur le dispositif philosophique lui-même, qui, en un premier temps, se trouve situé en position d'opération et inversement. C'est là un opérateur d'interaction dialectique extrêmement puissant qui, à partir du domaine de la physique mathématique, sera inducteur d'effets dans le champ de l'activité philosophique. Donc c'est le noyau même de l'entreprise lottmannienne. Le lien le plus impressionnant, où l'approche lottmannienne apparaît comme quasi prophétique, le domaine de sa plus grande inspiration philosophique et intuitive, le couplage dialectique sur lequel viennent se polariser toutes les promesses de sa philosophie mathématique, semble sans conteste toucher à la problématique de, entre guillemets, la symétrie et de la dissymétrie en mathématiques et en physique. C'est le titre d'un des tout derniers textes de Lottmann, 1942, d'abord imprimé en fascicules séparés dans les actualités scientifiques industrielles en 1946, avant de rejoindre d'autres contributions dans le projet initié en 1942 par François Le Lyonnais, ce livre, Les grands courants de la pensée mathématique, dans lequel il y a un texte de Bourbaki, entre autres, mais il y a bien d'autres choses, et qui a été publié et republié en 1998 par Bernard Tessier, toujours sous le titre Les grands courants de la pensée mathématique, publié chez Hermann. Alors, j'ajoute que ce texte, donc de la symétrie, de la dissymétrie en mathématiques et en physique, pourrait être emblématique de l'écart du binôme Cavaillès-Lottmann. Quand on parle de Lottmann, on pense à Cavaillès, et quand on parle de Cavaillès, en général, on pense aussi Lottmann. Alors si, dès sa thèse, Lottmann avait déjà montré son intérêt pour la physique mathématique, en particulier par son étude attentive des textes d'Élie Cartan sur la généralisation des notions d'espace, le parallélisme absolu, la théorie unitaire, ou ceux d'Hermann Weyl sur les espaces riemanniens, mais également on pense à la lecture de l'ouvrage d'Arthur Eddington, ouvrage fondamental, Espace-temps gravitation, ou par celle de la structure des nouvelles théories physiques de Gustave Goulet. C'est sur la fin de sa vie, avant de tomber au combat, fusillé par les nazis, il orienta toute son activité épistémologique sur ces questions de physique, et cela grâce à son exceptionnel bagage mathématique. Alors son apport très personnel et extrêmement original touche principalement aux questions d'enveloppement des notions de symétrie et de dissymétrie. Il opère son amorce thématique par une analyse du travail pionnier de Louis Pasteur sur la dissymétrie cellulaire par énantiomorphie, à l'origine de toutes les théories structurales de la stéréochimie contemporaine. Je le cite. À l'origine de toutes les théories structurales de la stéréochimie contemporaine. Puis il passe aux travaux fondateurs en physique de Pierre Curie. Voilà ce qu'il déclare. Le mélange de symétrie et de dissymétrie devient pour lui la condition nécessaire du phénomène physique en général. À tout phénomène physique est liée l'idée d'une saturation de la symétrie, d'une symétrie maxima compatible avec l'existence de ce phénomène et qui le caractérise. Un phénomène ne peut exister que dans un milieu possédant sa symétrie caractéristique ou une symétrie moindre. Si donc on appelle élément de dissymétrie l'absence d'un élément de symétrie, on conçoit comme Pierre Curie a pu l'écrire, citation,
Certains éléments de symétrie peuvent coexister dans certains phénomènes, mais ils ne sont pas nécessaires. Ce qui est nécessaire, c'est que certains éléments de symétrie n'existent pas. C'est la dissymétrie qui crée le phénomène. Il cite Curie sur la dissymétrie dans les phénomènes physiques, tiré des œuvres complètes de Curie, page 266, donc de l'édition Fernando. Alors évidemment, Lotman va développer tout ça, y compris dans son jeu, le jeu de la symétrie, de l'antisymétrie, non seulement en mathématiques, mais en mécanique quantique. Alors, Lotman enchaîne cette idée de symétrie limite, ce qu'il appelle la symétrie limite, au Timée de Platon, et en particulier à sa théorie du réceptacle conçu comme lieu, qui est la chora. Or, il ne s'agit pas ici d'une référence d'apparat, et c'est là toute la force spéculative prodigieuse de Lotman. Voici ce qu'il déclare. Cette référence à Platon permet de comprendre que les matériaux de l'univers ne sont pas tant les atomes et les molécules de la théorie physique que ces grands couples de contraires idéaux, comme le même et l'autre, le symétrique et le dissymétrique, associés entre eux selon les lois d'un harmonieux mélange. Platon suggère également davantage. Les propriétés du lieu et de la matière ne sont pas chez lui purement sensibles. Elles sont la transposition géométrique et physique d'une théorie dialectique. Il se pourrait de même que la distinction de la gauche et de la droite, telle qu'on l'observe dans le monde sensible, ne soit que la transposition sur le plan de l'expérience d'une symétrie dissymétrique, constitutive également de la réalité abstraite des mathématiques. Page 267. Dernier point, Lotman et la puissance virtuelle de ses schèmes. Ici, à l'apogée de sa force de conviction, c'est comme si Lotman faisait fulgurer le geste de sa pensée par un pivotement au cœur même du domaine ou du champ, à la fois thématique et opérationnel de la physique mathématique. C'est ici qu'elle s'illustre comme dans l'épure d'un pur diagramme de pensée, où la puissance virtuelle de ces schèmes viendrait se visualiser dans l'œil de l'esprit, à la fois mathématicien et philosophe. La pensée s'accorde quelque chose comme sa propre perception scopique de soi. C'est au moment même où il investit concrètement le domaine physico-mathématique que se marque la toute-puissance de son dispositif dialectique. La philosophie vient ici révéler son habitation dans la science, révélant ainsi leur double pouvoir de suggestion réciproque. Car ici la science pense, et se pense, comme habitée par ses spectres philosophiques. C'est dans un tel moment de suspens, dans cet entre-deux monde, que viennent d'elles-mêmes s'annuler les objections factices élevées contre un prétendu arbitraire de sa dialectique. C'est comme si l'opération dialectique se découvrait d'un coup, se rendait subitement lisible à l'œil de la théorie, par sa propre montée vers l'absolu, lui procurant ainsi une sorte de surface universelle de recouvrement. Ce sentiment ne fait dès lors que s'aiguiser avec le déroulement de l'argumentation lotmanienne. Par un dernier parcours exemplifiant et en forme d'insistance, Lotman dégage le foyer mathématique de l'entier dispositif. L'opération d'involution, posée comme opérateur universel et noyau de toute structure duale, ou principe de dualité généralisée. Dualité par symétrie géométrique, dualité projective, découverte par Poncelet en 1822, ou dualité par négation logique, l'algèbre de Boole. Une notion qui est abordée de manière identique par Hermann Weyl dans le cas de la transformation appelée automorphisme pour un espace zéro-dimensionnel, c'est-à-dire réduit à la structure du point. Voir le traitement d'ailleurs sur cette question du point mathématique tel qu'il est traité par Gilles Châtelet dans Les enjeux du mobile en particulier, sur lequel Francesco a aussi travaillé, ou de Grothendieck. À noter avec Jean-Claude Dumoncel que dans l'histoire des mathématiques,
Un point paradoxal qui semble cependant acquis, et qui a été en particulier repris par Hermann Weyl, est le fait que dans le Timée de Platon, à raison du rôle des rotations imprimables aux polyèdres réguliers, nous trouvons un ancêtre antique de la structure de groupe. Donc, nouvelle raison de se raccrocher à un certain Platon. Alors, pour plus de précision et en référence à Weyl, et à ce que j'ai dit sur l'espace zérodimensionnel et l'automorphisme, je rappelle ici la définition abstraite d'un automorphisme. C'est un endomorphisme qui est en même temps un isomorphisme. Autrement dit, c'est un morphisme d'un objet X d'une catégorie donnée dans lui-même, qui est également un isomorphisme. Un automorphisme est un isomorphisme d'un objet mathématique X dans lui-même. Le plus souvent, c'est une bijection de X dans X qui préserve la structure de X, et on peut le voir comme une symétrie de X. Les automorphismes de X forment un groupe. Et on a ainsi le packaging complet autour de l'automorphisme entre le groupe et la symétrie. Alors, voici encore le passage précis sur caractère d'involution et de symétrie et d'antisymétrie traité par Lottmann. Il nous faut insister un instant sur la façon dont la distinction de la gauche et de la droite dans le monde sensible peut symboliser la non-commutativité de certaines opérations abstraites de l'algèbre. La propriété fondamentale de la symétrie par rapport à un plan, c'est qu'opérer une fois, elle donne une figure distincte par son orientation de la figure primitive, et que répéter une deuxième fois, elle redonne la figure primitive. C'est l'involution. C'est dans ce sens que la symétrie est une opération involutive. Considérons maintenant une opération algébrique portant sur deux quantités x et y, et que nous écrivons parallèle xy entre parenthèses, la parenthèse pouvant désigner un produit ordinaire ou toute autre opération définie sur les deux variables. C'est une opération non commutative si xy est différent de yx, et la non-commutativité la plus féconde en mathématiques est celle où l'on a xy égale moins yx. L'opération xy est dissymétrique en x et y, mais on vérifie facilement qu'elle définit une opération involutive comme la symétrie ordinaire. Les expressions xy et yx sont dites antisymétriques, et ce mot traduit bien le mélange de symétrie et de dissymétrie, qui est ainsi profondément installé au cœur de l'algèbre contemporaine. Ce mélange renvoie à la notion de métaxu en grec chez Platon. Et ça se termine ainsi. Toute la théorie des groupes continus de Lie repose sur la non-commutativité du produit de deux opérations infinitésimales du groupe, et c'est cette théorie qui, étroitement associée à la théorie des formes de Pfaff, expression à multiplication antisymétrique, a permis à M. Cartan, un auteur que cite très souvent Lottmann, de découvrir une profonde analogie entre les espaces de Riemann généralisés qui interviennent dans les théories physio-géométriques de la relativité et l'espace des groupes de Lie. Page 269. Alors, ce sont ces considérations, j'arrive à la fin de mon exposé, mais ce sont ces considérations très fines impliquant une connaissance profonde des opérations structurantes des algèbres, tout en renvoyant en même temps un ancrage dans le monde sensible, qui sont, entre toutes les autres, à l'origine de l'intérêt actuel du côté de véritables héritiers de Lottmann, que ce soit Gilles Châtelet, Alain Badiou ou Fernando Zalamea. Et c'est là toute la thématique lottmannienne, très profondément influencée par une dialectique platonicienne dynamisée, ou platonisme dynamique, et un certain hegelianisme à la Louia. Alors, sur ce chapitre, il y aurait beaucoup de choses à développer, mais ça va être l'objet d'un autre exposé. Celle de la genèse de l'existant à partir de l'idée, et qui n'est autre que le titre de la première partie des nouvelles recherches sur la structure dialectique des mathématiques de Lottmann. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Charles. Merci beaucoup Charles, c'est nous qui vous remercions. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parce que j'ai basculé sur mon téléphone, Oui, mon PC s'est éteint subitement. J'étais obligé de basculer sur mon téléphone et voilà, mais je vais corriger ça sur l'enregistrement total. Alors vraiment, c'est un exposé, enfin une conférence très riche. Il y a beaucoup de références, beaucoup de citations, enfin beaucoup de noms, beaucoup de thèses, d'idées. C'est très vraiment dense, c'est très profond comme exposé. Et moi, j'ai noté presque beaucoup de choses et je reviendrai sur l'enregistrement pour approfondir tout ça. Je vous remercie vraiment, Charles, pour cet exposé, ce talent que vous avez de rassembler, de synthétiser beaucoup de choses, beaucoup de données. je vous Et remercie. j'étais étonné de voir un peu qu'on peut mettre un peu ensemble Platon et Hegel, parce que quand on fait de la philosophie un peu au sens traditionnel, on a toujours tendance à opposer les deux systèmes. Mais Oui, j'étais un peu surpris comment à la fois on peut associer Gottman à Cavaillès, mais on peut aussi les dissocier sur cette question justement de dialectique, de comment on comprend la dialectique par rapport au platonisme, parce que Cavaillès, il est anti-platoniste, platonicien, on peut dire, alors que bien sûr, euh, Hahn essaye de développer en oui, référence à la dialectique, la façon de comprendre la dialectique, un peu un platonisme tout à fait un peu spécial, on peut dire. C'est vrai qu'en philosophie des mathématiques, on peut développer un certain nombre de positions platoniciennes un peu différentes du platonisme, un peu originel ou initial. Par exemple, ce qu'on trouve chez Jean Petitot aussi, il développe une forme de platonisme transcendantal, ce qu'il appelle une forme de platonisme transcendantal. Là, on est un peu dans une démarche un peu différente. oui, oui, tout Je à vous fait. remercie personnellement. Je suis un peu le coordinateur. J'étais très ravi de vous écouter et j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup, enfin, en même temps, des questions à vous poser, mais je vais donner bien sûr la, euh, la parole à la salle. Je pense que Dumancel et Francesco et Anne-Française ont peut-être des interventions à faire et peut-être pour lancer un peu le débat avec toi ce soir. Merci, Amdi. Je reviendrai un peu sur le binôme Lottman-Cavaillès, une minute, pour Si vous expliquer, voulez. pour Oui. expliquer que dans le monde philosophique français, comme s'en plaint son fils, Jacques Lottman, qui a été l'ex-vice-directeur de l'École normale supérieure à l'époque où j'y étais, qui dit qu'effectivement, il y a un sort très différent qui a été fait à Lottman et à Cavaillès. Lui l'expliquant par ce qui est une réalité, c'est que en particulier dans les années 60, par l'importance de la logique, de l'aspect logique mathématique, les philosophes français ont été plus portés à étudier l'œuvre de Cavaillès. Moi, j'ajouterais que, évidemment, la différence, elle se fait aussi sur l'intérêt profond et la connaissance profonde aussi, par Lottman de la physique contemporaine, la mécanique quantique. Il a lu le texte de Weil sur le Gruppentheorie, il a lu Eddington, il a lu Einstein, et en particulier dans le noyau même de sa dialectique platonicienne, il y a toujours le rapport entre l'entité abstraite et le sensible, hein. C'est sur comment se fait la connexion. Mais je dirais que il y a deux raisons qui font que vous avez, par exemple, à l'école normale, il y a un centre Cavaillès. Il n'y a pas un centre Lottman. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, il continue à y avoir une préférence pour les philosophes français des œuvres de Cavaillès par rapport aux œuvres de Lottman. Mais c'est aussi une question de difficulté, je pense. Parce que ce qui est difficile dans un texte de Lottman, c'est cette double casquette, enfin triple casquette. Mathématicien, physicien et philosophe. Chez Cavaillès, c'est plus simple. C'est théorie des ensembles, mathématiques d'une certaine période et philosophie
husserlienne ou néo-husserlienne, modifiée, etc. Ce qui ne veut pas dire que l'œuvre de Cavaillès est moindre et moins intéressante et moins importante. Loin de moi cette idée. Mais je pense que ça peut expliquer les raisons pour lesquelles, effectivement, il n'y a pas le même traitement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas le même traitement de l'œuvre de Cavaillès et de l'œuvre de Lothman. Voilà, c'est essentiellement ce que je voulais préciser. D'accord. Merci, Charles. Euh, bon, la parole est à la salle, hein, donc Oui, il y a des questions. pourrais-je Oui, alors, intervenir? oui, Jean-Claude, oui. Oui, je remercie d'abord Charles de son exposé très, très riche. Et comment dirais-je, en particulier, parce que comme j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, je le remercie en particulier de m'avoir appris deux choses que je connaissais pas, deux choses très différentes. D'une part, l'article de Rodier, que je ne connaissais pas du tout, parce que j'ai essayé de voir ce qu'il y avait chez Robin, bien entendu, mais je ne savais pas que Rodier était sur l'affaire aussi. Et puis d'autre part, l'article de Mélès, alors c'est plus contemporain, dans le rapport à l'Auvire, qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc merci pour ces suppléments bibliographiques qui vont tout à fait me motiver. Mais sur le rapport, puisqu'on parlait de ça, le rapport Cavaillès-Lothman, je crois qu'il y a au départ des technicités, parce qu'il faut rappeler que Cavaillès a quand même écrit un livre sur la théorie de la science en général. Hein. Donc, c'est pas tellement l'extension des matériaux qui compte. Je crois que l'attitude extrêmement différente des deux vis-à-vis des mathématiques. Parce que quand on parle de Cavaillès, bon, il fait, comme beaucoup d'auteurs multiples, de la philosophie des mathématiques. Et dire je fais de la philosophie des mathématiques, ça veut dire que je vais prendre les mathématiques comme un objet d'étude qu'on va étudier de telle ou telle façon, historique, purement logique, ou peu importe, mais les mathématiques sont un objet dans ces cas-là. Tandis que ce qui me semble faire la spécificité de Lothman, et ça c'est extrêmement simple parce que c'est une question d'attitude globale, c'est que les mathématiques chez Lothman ne sont pas un objet, il connaît cet objet aussi, il peut entrer dedans, mais ne sont pas un objet, ils sont plutôt un partenaire pour une pensée proprement philosophique, et ça, c'est ce qui fait la singularité, comme tu l'as dit, de Lothman. Et c'est singularité parce qu'il n'y a pas d'autres philosophes qui aient vraiment cette profondeur d'attitude avec les mathématiques. Et c'est ce qui fait que d'une certaine façon, il est de plein pied avec quelqu'un comme Platon. Et alors, évidemment, à partir du moment où on dit les mathématiques, c'est mon partenaire, évidemment, il y a des façons extrêmement difficiles de traiter ce partenaire, d'aborder ce partenaire, d'approcher ce partenaire. Et alors, dans ce que tu as dit, tu as cité le passage où, comment dirais-je, Lothman va se référer aux recherches déjà sur les idées nombres que j'ai beaucoup travaillé aussi, mais dans ce même passage, j'aimerais lire, si tu veux, ce qui précède immédiatement, parce que là, on voit expressément un platonisme mathématique, hein, c'est à l'articulation des pages 220 dans l'édition Vrin, l'articulation qu'on peut appeler effectivement l'édition Zalamea, l'articulation des pages 229 et 230, où il dit ceci. Au sein même de cette activité apparaissent les contours d'une réalité idéale qui est dominatrice par rapport à une matière mathématique qu'elle anime, et qui pourtant, sans cette matière, ne saurait révéler toute la richesse de son pouvoir formateur. Il me semble que nous avons là, d'une certaine façon, tout ce que j'appelais le rapport de partenaire de Lothman avec les mathématiques, parce qu'il nous dit que, c'est là qu'il est platonicien, qu'il va trouver, par rapport aux mathématiques, une réalité idéale qui est dominatrice de ces mathématiques. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, ça va être un platonisme dynamique, parce que précisément, qu'est-ce qu'il nous dit de cette réalité dominatrice? Il nous dit qu'elle va animer
la matière. Là, nous sommes bien dans un mobilisme, nous sommes bien dans quelque chose qui a droit au titre de dynamisme. Voilà, il me semble que c'est là que se fait l'articulation et que nous avons du même coup donc l'explication de la très grande différence qui existe, en dépit de leur amitié, entre Cavaillès et Lautmann. Voilà ce que je voulais dire prioritairement. En te remerciant encore de cette richesse de documentation. C'est moi qui te remercie, Jean-Claude, parce que, évidemment, je suis à 120% complètement d'accord avec ton analyse et ton relevé de cette phrase, mais il y en a tellement dans ce texte de Oui, Lotman oui, 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 bien sûr. effectivement, c'est une des phrases qui reste dans ma tête parce qu'elle est très importante. D'ailleurs, je voulais te dire à ce propos que moi, je me suis rendu compte étrangement, parce que je n'y ai pas fait attention au départ, je partais sur cette présence de Robin, en l'occurrence, dans Lottman, mais étrangement, Lottman ne cite de Robin que l'ouvrage paru en 1935, hein, qui s'appelle Platon, et non celui exclusivement consacré à la théorie des nombres idéaux et des principes, qui est paru en 1908, et qui Oui, oui. la théorie platonicienne des idées et des nombres, d'après Aristote, étude historique et critique, qui est un ouvrage monumental de Léon Robin. Hein. Il fait 702 pages, Oui, oui. qui est vraiment, je ne sais pas, qui est une espèce d'œuvre impressionnante, hein, qui très détaillée, en particulier sur les différentes interprétations de traductions de textes en grec, et qui est le noyau déjà quand même en 1908 de platonisme et dynamique, parce qu'après viendront Baker, viendront Stenzel, mais Robin, à ce niveau-là, c'est vraiment pour moi un monument. Et je suis étonné, à part l'existence du centre Léo Robin qui est à l'École normale supérieure, je suis étonné que même dans les activités du centre Léon Robin, c'est pas cet aspect-là de l'œuvre de Robin qui est analysé. Oui, oui, oui. Pas du tout. Euh, et donc, par ailleurs, les spécialistes, les grands spécialistes antiquistes de Platon et de Plotin, de Proclus, comme Luc Brisson, par exemple, leur position est très antagoniste avec la position de Robin. Alors, Mhm, mhm. on sait qu'il y a cette histoire du Platon ésotérique, donc qui n'a d'existence que dans Aristote, dans la métaphysique, et Oui, dans les postérieurs. Mais disons que ça fait un blocage qui fait que du coup, eh bien, l'analyse vraiment étroite de ces textes d'Aristote sur le Platon inconnu ou ésotérique, l'attention n'est pas portée là-dessus. Et je suis étonné parce que Robin, pour moi, c'est quand même la lecture de la théorie platonicienne des idées et des nombres, d'après Aristote, c'est un chef-d'œuvre. C'est un monument. oui, oui. Oui. Et d'ailleurs, comme j'ai travaillé cette question, ce que je peux peut-être ajouter, c'est que quand on dit théorie ésotérique, ça peut éveiller des soupçons. Donc, on peut parler plus platement de l'enseignement oral et de l'enseignement écrit de Platon. Et ce que je veux dire, ayant travaillé la question, c'est que sur le fond doctrinal, c'est exactement la même chose. Donc il n'y a rien d'ésotérique. Non, La véritable différence, c'est que dans les dialogues de Platon, évidemment, on pourrait dire que c'est mis en musique ou mis en poème platonicien par la forme dialoguée. Euh, Tandis que dans l'enseignement oral, c'est sèchement présenté comme dans un cours d'Aristote. Mais le fond doctrinal, pour autant qu'on puisse le retrouver d'après principalement la source aristotélicienne, le fond doctrinal, à mon sens, est exactement le même, ce qui constitue un cas très intéressant du point de vue métaphilosophique, comment on peut dire exactement la même chose avec des supports
de genre littéraire complètement différents. Voilà. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est tout à fait ce que tu dis. Mais ce qui est intéressant, et c'est là que se fait la connexion avec Hegel, en l'occurrence, et jusqu'à le Weir, mais ce qui est intéressant, c'est que les ennemis de ces théories orales, c'est que on leur reproche de vouloir systématiser le platonisme. Les reproches principaux, c'est Ah ça. oui, Et de s'attacher à une théorie des principes, effectivement. oui, 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 oui. Trop de cohérence, donner trop de cohérence par un regard rétrospectif à la Hegel, c'est-à-dire c'est une dialectique revue, mais très sèche, très selon des principes et effectivement, paradoxalement, qui serait rigide, parce que c'est une théorie des systèmes. Et c'est ça. Oui, 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 et c'est très intéressant sur la théorie des systèmes. Un système est-il condamné à être rigide ou bien est-ce qu'il peut se faufiler, comme ça arrive chez Platon, d'un dialogue à un autre en se renouvelant à partir d'une idée directrice extrêmement riche et qui est capable de s'adapter à des contenus extrêmement différents. Ça c'est fascinant. Alors, sur le rapport à Hegel, ce qu'on peut peut-être ajouter, mais c'est une petite note bibliographique, c'est qu'il y a un très vieux bouquin, parce que tu sais que dans l'Othman, il s'est intéressé à un mathématicien qui s'appelait Janet, qui a beaucoup travaillé sur le rapport de mathématiques-physique. Et ce Janet est un descendant du philosophe Janet, qui avait écrit en son temps, c'est très ancien, un bouquin sur la dialectique de Platon à Hegel, justement. C'est-à-dire qu'il traçait déjà, avec les moyens de l'histoire de la philosophie de l'époque, le problème d'une tradition, de quelque chose qui s'appellerait dialectique et qui pourrait aller de Platon à Hegel. Et on y trouve déjà c'est un livre que j'avais lu par hasard, enfin disons je ne sais pas si c'est du flair, quand je commençais mes études, et ça m'avait un peu influencé probablement dans la direction où je persiste aujourd'hui. Voilà. Mais c'est une petite note bibliographique. Non, non, c'est très important. Je te remercie de cette note parce que moi aussi, ben, je connais le nom de Janet, mais je n'ai jamais fouillé et allé voir ce qu'il avait publié. Oui, bah disons, un stakhanoviste de la philosophie à cette époque-là, mais il pouvait faire quand même des choses relativement intéressantes. Bon, ben, très bien, ben, merci en tout cas, Jean-Claude. Je Il Il n'y a note. pas de quoi. Euh, Merci, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le sens de la dialectique, c'est-à-dire du terme même, de la notion de dialectique. Et je dis peut-être qu'elle a plusieurs sens. Par exemple, quand on regarde chez les Stoïciens ou chez Aristote ou chez Platon ou chez Hegel ou même dans la culture arabe, les traditions qu'on appelle jadal, que ce sont des traditions dialectiques mais qui sont beaucoup plus liées à la rhétorique et à l'éloquence, c'est-à-dire la notion même de dialectique, elle est polysémique, elle donne à penser plusieurs pistes, plusieurs chemins qui sont un peu parfois difficiles incompatibles, parce que Hegel, c'est la pensée des contraires, par exemple. C'est comment on peut positiver les contraires, le changement, le devenir, ce qui me semble, pour moi, naïvement, hein, aux antipodes d'une pensée platonicienne, il cherche un petit peu à fonder, à chercher l'intelligibilité dans l'idée, dans l'idéal, dans le principiel, etc. Donc, cette notion de dialectique est très confuse, je trouve, et qu'elle donne dans sa sémantique même, elle donne à penser plusieurs chemins qui sont parfois difficiles à réconcilier. Oui. J'ai une autre question par rapport au sens même du platonisme. Vous savez très bien, mieux que moi, que souvent, par exemple, dans des traditions philosophiques sur les mathématiques, comme anglo-saxonnes, américaines, c'est-à-dire on parle de platonisme de façon complètement détachée du platonisme historique. C'est-à-dire si on va à dire à quelqu'un comme Paul Saraf, ou etc., des gens qui ont longtemps travaillé écrit dans le domaine de la philosophie des mathématiques, le platonisme,
c'est rattaché à Léon Robin, c'est rattaché aux travaux de gens qui ont posé un peu le Platon historique. Ils vont être un petit peu étonnés parce que pour eux, platonisme, ça se déploie dans un contexte complètement un peu différent, ou que ça donne à réfléchir autrement. Et je demande, est-ce que il n'y a pas ce conflit entre deux traditions un peu philosophiques sur les mathématiques qui met en place un désaccord de fond sur le sens même du platonisme, son usage, son importance dans une bonne réflexion sur les mathématiques. Et je trouve que c'est intéressant. Léon Robin, c'est pour moi une grande référence pour celui qui peut vraiment approfondir sa connaissance du Platon historique, du Platon des dialogues, etc. Mais je pense à ce qui peut nous aider vraiment, Léon Robin, à comprendre le sens du platonisme aujourd'hui en mathématiques. Bah, justement, je pense que là, l'œuvre de Lottmann, elle est paradoxalement décisive pour comprendre Platon. C'est-à-dire que il introjecte la théorie platonicienne des idées des nombres d'après Aristote, étude critique et historique de Robin. Mais moi, ce qui m'apporte, et je pense pour les mathématiciens comme Zalamea, Alain Cohn, ou des philosophes comme Francesco, ou et d'autres gens que j'ai cités, ce qui est important, c'est précisément que un Platon vivant, un Platon qui n'est pas seulement, comment dire, une statue de commandeur de l'histoire de la philosophie occidentale, c'est justement cet aspect caché, entre guillemets, qu'on a dit ésotérique et qui n'a rien d'ésotérique, théorie des principes, place des mathématiques. Euh, pour moi, c'est ça qui est fondamental dans un Platon d'aujourd'hui. Parce que c'est une opposition entre ce Platon-là et puis le Platon standard, c'est-à-dire le Platon de l'opinion commune. Platon, c'est un monde des idées séparées, etc. C'est ça, moi, que je vois comme d'intérêt, en tout cas pour un philosophe en action, un philosophe qui fait de la recherche aujourd'hui, ce Platon-là est fondamental et assez oublié, je veux dire. Par ailleurs, tu parles de la dialectique. Et sur la polysémie, dialectique, c'est plusieurs sens, etc. Je pense que comme la dialectique platonicienne peut avoir deux sens, hein, peut avoir le sens standard et peut avoir le sens du son rapport aux mathématiques, son habitation par les mathématiques et les mathématiques habitées par la philosophie platonicienne. Pour la dialectique, c'est la même chose. Je pense qu'on a une idée complètement fixe, standard et, à mon avis, erronée de la dialectique hegelienne. Je pense qu'un travail comme celui de Mario Chirighin, qui est un philosophe italien, un grand spécialiste de Hegel, dont j'ai traduit le volume sur une relecture de la science de la logique de Hegel chez Hermann. C'est une vision de la dialectique hegelienne complètement nouvelle, mais qui en même temps se ressource de l'intérieur et qui permet de voir, de comprendre en faisant référence et en faisant appel à certains concepts scientifiques, qui permet de comprendre enfin cette pensée quand même assez extraordinaire qu'est la logique hegelienne. Donc, pour moi, c'est de même que chez Platon, il y a une domination standard, classique, etc., que tu appelles historique, j'imagine. Et d'autre part, l'approfondissement tel qu'il a été développé par Robin, mais aussi par Stenzel et par Baker. Donc, je pense que retourner là-dessus, voir le travail de ce platonisme dans l'œuvre de Lottmann, comme l'expliquait aussi Jean-Claude, c'est essentiel parce que je pense qu'il n'y a pas deux philosophes comme Lottmann. C'est-à-dire, il est vraiment une exception dans cette période, années 30, années 40. Alors, il a des, comment je pourrais dire,
il a des amis rationalistes, par ailleurs. C'est-à-dire que l'œuvre de Hermann Weyl est une œuvre philosophique pour moi, même que celle de Lottmann est une œuvre de mathématicien, si on veut. Mais il y a un certain nombre de philosophes de ces années-là euh, qui, euh, qui vont dans le même sens, que moi j'ai appelé le spectre surrationaliste de ces philosophes. Et je pense que c'est ça qui fait le lien. Donc, il y a Juvet, il y a un certain nombre de gens, soit mathématiciens, soit physiciens, soit philosophes, ou les deux, qui sont les deux, qui font qu'il y a une espèce de noyau et puis de tradition, début d'une tradition très francophone et très française, allemande pour une part, italienne d'autre part. Il y a Henrik Wess. Donc, ce sont des gens qui ont des points communs, et ces points communs, c'est ce que Bachelard en 1936 a défini comme le surrationalisme. Voilà, ils ont mon point de vue sur la question. À l'époque, il fréquentait les surréalistes. Oui, Il tout était à fait. influencé par. Tout à fait, mais c'est très important. Je pense que le lien est très étroit. Il fréquentait les surréalistes. Il y a des textes de Breton qui sont importants, qui font référence au surrationalisme de Bachelard. Et je pense que cette dimension surréelle, d'ailleurs, on peut interroger ce que c'est que le surréel en mathématiques, et ça renvoie aussi à Lottmann, sur, comme disait Jean-Claude, la domination de cette dialectique sur le champ mathématique, et sur en même temps l'impossibilité qu'elle soit suspendue en l'air comme ça, mais qu'elle est incarnée par les mathématiques euh, telles qu'elles se font. hein. Euh, tout ça a un lien. Et c'est ça on essaie d'essayer de reconstituer ou de reconstruire. Parce que on l'a oublié, on n'a plus lu les textes, ou on les a lus d'une certaine façon, etc. Je veux dire, Bachelard en est un exemple parfait, mais en même temps, il y a un Bachelard standard qui est loin de correspondre à la richesse du bachlardisme. Donc là, justement, il y a une réédition par les éditions des presses universitaires de France en version livre de poche des différentes œuvres de Bachelard. Finalement, il republie avec un apparat critique. On m'a demandé de, de m'occuper de l'activité rationaliste dans la physique contemporaine de Bachelard, ce que j'ai fait. Mais quand on voit les liens que Bachelard avait, d'une part avec la mathématique à lui contemporaine et la physique, en particulier la mécanique quantique, ce sont des choses qu'il faut reconstruire et qui montrent qu'il y avait une telle richesse d'échanges entre les scientifiques et les philosophes à ce moment-là, qui au plus ou moins à l'époque tournait autour de Hermann, l'éditeur Hermann, où se réunissaient Bachelard, Langevin, De Broglie, dans l'arrière-boutique de Hermann, près de la Sorbonne, qui n'existe plus. Quand moi j'ai ouvert le laboratoire disciplinaire pensée des sciences à l'école normale, mon idée était simple, c'est qu'il y avait un lieu où étaient réunis des scientifiques et des philosophes, et qui était vraiment le lieu où les faire dialoguer, et il y avait intérêt à créer justement un laboratoire où ils pouvaient dialoguer, que j'ai fait pendant 25 ans. Et c'est fondamental. Euh, donc c'était un peu retrouver ce qui se passait dans les années 30. Et ma collection chez Hermann, c'est la poursuite des actualités scientifiques industrielles dont Cavaillès et Lottmann ont dirigé une collection. Donc voilà, en gros. Oui. André. Je me souviens très bien la dernière fois, c'est-à-dire le titre d'une revue qui est très importante en philosophie, revue de métaphysique et de morale, allait s'appeler revue de mathématiques et de morale, tellement les liens étaient
surtout à l'école normale sup, à l'époque, était très fort et Exactement. très Et, puissant. il y a des personnalités telles que, par exemple, il y a Winter, qui est cité d'ailleurs à plusieurs reprises par Lotman dans ses travaux, qui étonnamment n'est pas cité par Bachelard alors qu'il en est très proche. Winter est un auteur incroyable, cofondateur de la revue de métaphysique et de morale avec Xavier Léon, en l'occurrence, en 1895. Il va mourir en 1935, plus ou moins. Et ça a été l'interface entre les physiciens les plus importants du début du XXe siècle, les philosophes, et il avait une proximité au groupe Bourbaki qui était très étonnante, hein. Il connaissait très bien André Weil, il le cite à un moment, où il dit le petit Weil vient d'être reçu premier à l'agrégation. Donc, alors Winter, c'est encore plus mystérieux parce qu'on ne sait rien de lui, hein. Je veux dire, on sait qu'il était avocat, donc c'est étonnant. Il était avocat, un profond philosophe. Il est l'introducteur de l'importance de la relativité en France, euh, et on ne sait pas plus. Donc je ne sais pas comment il s'est formé, et pourtant il traite de l'analyse fonctionnelle, euh, de la relativité générale. Les mathématiques telles qu'elles se faisaient à ce moment-là, c'est Bourbaki. Donc voilà, tout ça forme ce que j'appelle les compagnons surrationalistes de la période, et qui est donc très francophone et, italique aussi, parce que en Italie, il y avait Enrico Hess, mais il y avait aussi d'autres mathématiciens fondamentaux très importants. Il y a eu ou des physiciens comme Majorana ou Bianchi, qui ont participé à la fois au développement de la relativité et de la mécanique quantique, mais qui avaient des positions philosophiques qu'on peut classifier comme surrationalistes. Ah, voilà, fait le tour un peu. C'est toujours intéressant de parler de Bachelard. Et surtout, Bachelard pose quelques problèmes parce qu'il y a un Bachelard de jour, comme on a dit, un Bachelard de nuit. Et en plus, il insiste au fait que ces deux univers qui sont, je ne dis pas incommunicables, mais qui sont un peu séparés. Et il faut rester prudent à ne pas mélanger les domaines, le domaine de la rêverie, de l'imaginaire, avec celui de la rigueur physique et bien sûr mathématique, puisque on parle toujours de physique, mathématique, on ne peut pas séparer les deux. Juste avant de donner peut-être la parole à d'autres, je ne sais pas, Zubaïda Benmessi, c'est une experte de Gavaïès, elle est prof à Constantine en Algérie, peut-être elle a des questions à poser. Et puis Mohamed aussi, Mohamed c'est un doctorant, et à la base il est mathématicien, et il fait une thèse sur la logique et puis son rapport à la géométrie, comment c'est-à-dire la géométrie et surtout la problématique du parallélisme et on revient peut-être dans l'histoire ou dans la licence de la logique moderne. Donc Mohamed, si tu as une question à poser à Charles ou à euh, Moulay aussi, Marouane, il est du Maroc aussi. Donc n'hésitez pas, Monia aussi, si vous avez des questions. Et c'est le principe même de ce séminaire. La pensée toujours dialogique, par le dialogue, la conversation, je pense, c'est notre méthode, c'est notre esprit. Juste un petit point, je ne sais pas si je vais trop encore t'embêter, Charles, mais quand on parle de platonisme, on essaye un petit peu le mettre dans une forme ou une démarche d'intelligibilité au sens même physique, ou etc. Est-ce que c'est pas sortir vraiment du platonisme? Parce que le platonisme, c'est le réalisme des idées. C'est le fait de dire on ne peut pas rendre intelligible cette réalité que de façon transcendantale, même de façon transcendante à elle. Et une dialectique, c'est à peu près vouloir dire l'intelligibilité, elle est réalisée, elle est en marche, elle est dans les choses. Tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel.
Et je me demande si c'est le sens de la dialectique n'est pas un peu différent du platonisme lui-même, de ce qui est vraiment spécifique au platonisme, parce qu'il est par définition une démarche qui va une marche transcendante ou transcendantale par définition. Déjà, le problème, c'est le platonisme, si tu veux. C'est pas... Platonisme, c'est très large, hein. Ça va de Platon, l'Académie, Caproclus, en passant par Plotin, donc c'est assez complexe. Donc, je m'intéresse essentiellement à Platon, hein. Platon en tant que chef de doctrine, philosophe, etc. Euh, je sais pas, tu dis effectivement cette relation rationnelle, le rationnel est réel, le réel est rationnel. Si j'ai bien compris, c'est ce que tu attribues au platonisme, enfin ce que tu appelles le platonisme. Plutôt à la dialectique hegelienne, hein, plutôt plus que le platonisme qui dit que évidemment le réel n'est pas en soi intelligible, mais pas rationnel en soi. Mais alors tu penses que Platon dit ça? Il dit que C'est-à-dire, dans la formation philosophique un peu traditionnelle, classique, on a tendance à dire que la nature, c'est une copie, c'est toujours une copie, eh ben, c'est-à-dire elle n'est pas en soi. Bon, c'est enfin, c'est le elle n'existe pas en soi. C'est pas c'est de le- l'être, voilà, c'est pas de l'être, c'est plutôt c'est du non-être. c'est le Platon qu'on étudie à la maternelle. Mais pour moi, c'est pas ça le platonisme. C'est loin d'être ça, parce que Ouais. tu as des textes comme le Parménide et le Sophiste, en l'occurrence, et les lois, qui sont des textes aporétiques et qui se confrontent au problème du même et de l'autre, de la théorie des contraires, etc., qui est une théorie très élaborée, très complexe, et donc qui est très loin de cette idée du paradigme, de la copie, et de ce que Aristote a voulu en faire aussi par certains endroits. Mm. Parce que la philosophie aristotélicienne a beaucoup déformé la philosophie platonicienne, évidemment. Alors il a fondé sa propre pensée, mais il l'a fondée contre Platon. Et d'ailleurs, on le voit au début, la citation que j'ai donnée, c'est-à-dire que pour lui, les mathématiques, ça doit rester dans une position ancillaire par rapport à la philosophie. Et il reproche à Platon de mettre les mathématiques en avant, comme Lothman a pu le faire, pour s'appliquer à la philosophie, ou pour faire que la dialectique philosophique se développe, mais dans une espèce de, comme disait Jean-Claude, une espèce de fraternité avec la pensée mathématique. Donc tout l'enjeu est là. Et aujourd'hui, c'est la même chose quand on étudie la pensée aussi abstruse, complexe, compliquée d'un Grothendieck. On s'aperçoit que derrière, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle philosophie fonctionne chez des gens comme lui ou chez des gens comme Kohn, chez des mathématiciens. Et de toute façon, nul n'entre ici qu'il n'est géomètre, comme disait Platon. C'est pas une formule comme ça en l'air. Donc il y a une solidarité dans l'ordre de la pensée entre la mathématique et la philosophie. D'ailleurs, quand on travaille sur l'idée de diagramme, comme on l'a fait avec Francesco et Fernando, on est en plein là-dedans. Parce que c'est un croisement entre des aspects fondamentaux de la philosophie, sur les notions de trace, sur les notions de matérialité symbolique, y compris dans l'art, avec Paul Klee ou bien d'autres, et, euh, et la pratique mathématicienne. Donc, euh, donc les choses sont plus compliquées que de dire Platon, c'est le modèle et la copie. Qui pour moi est une réduction qui est complètement improductive. Et une fois que tu as dit ça, tu produis rien. Qu'est-ce que tu produis? Donc pour moi, c'est beaucoup plus productif des pensées beaucoup plus complexes qui s'articulent comme celle de Lothman. Merci, Charles. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux dire Oui, Francesco, bien sûr.
Merci. Et je voulais tout d'abord remercier Charles pour cet exposé très riche, euh, très stimulant. Et je partage donc entièrement le remerciement de Jean-Claude Dumoncel. Et je commence pour te remercier aussi parce que je ne connaissais pas le texte de Jean-Claude sur le platonisme, que je lirai tout de suite. Et cela étant dit, j'avais une remarque et une question. Et je commence par la remarque et concernant le rôle possible de la théorie de catégorie dans le cadre du platonisme soi-disant dynamique ou mobile, pour reprendre encore une fois l'expression de Jean-Claude. Et à ces propos, à cet égard, je pensais à toute une série de réflexions que Lovillard développe dans son texte très remarquable, Conceptual Mathematics, et à propos de relations entre deux types de foncteurs, c'est-à-dire le soi-disant Raison functor, foncteur de soulèvement, d'un côté, et de l'autre, le soi-disant foncteur d'oubli, forgetful functor. Et dans le cadre de rapport entre ces deux types de foncteurs, Lovillard, à sa manière, essaye de préciser en sens possible d'une approche dialectique en mathématiques. Là où le mot dialectique est employé par Lovillard au sens de anti-fixiste, le contraire du fixisme. Une approche dialectique dans le cadre de la théorie de catégorie en mathématiques, c'est une approche anti-fixiste. Mais qu'est-ce que ça veut dire, anti-fixiste? Et Lovillard fait un exemple. On peut avoir la catégorie des espaces topologiques d'un côté et de l'autre, la catégorie des ensembles. Grâce au rapport entre les deux types de foncteurs, on peut faire un aller-retour entre les deux types de catégories. C'est-à-dire, à travers le foncteur d'oubli, on va procéder de la catégorie des espaces topologiques jusqu'à la catégorie des ensembles. Et on obtient ce que le catégoricien appelle le skeleton ensembliste. De l'autre, par rapport à l'activité du foncteur de soulèvement, on peut remonter de la catégorie des ensembles à la catégorie des espaces topologiques en ajoutant les fonctions continues, les homomorphismes, etc., etc. Voilà, une approche antifixiste en ce sens qu'il y a une dialectique de foncteurs entre le foncteur d'oubli et le foncteur de soulèvement. Et par rapport à cette approche antifixiste, une conception dynamique et variable des ensembles. Lovillard parle d'ensemble cohésif et variable. Et la notion de faisceau, c'est une généralisation de l'idée catégorielle d'ensemble cohésif et variable, qui est bien différent de la notion classique d'ensemble au sens du platonisme standard, pas dynamique. Donc, c'est la première chose que je voulais soumettre à ton attention et je voulais bien savoir ce que tu en penses. La question, et tu as beaucoup réfléchi dans ta vie intellectuelle et sur le soi-disant côté dynamique, côté constructif, côté constructif du platonisme dynamique. Et tu as fait ça en mettant un rapport de
deux intellectuels divers, Alain Badiou, mais aussi ton très cher ami Aldo Giorgio Gargani. Et alors, j'aimerais beaucoup que tu reviendrais sur cet aspect, à mon avis, central de ta réflexion sur le platonisme dynamique, à savoir le rôle, le côté constructif du platonisme dynamique. Encore un grand merci pour ton exposé. Merci beaucoup, Francesco, en particulier pour ta présentation de la position hegélienne et platonicienne de Lowire. Moi, ce que je vois bien évidemment, je suis entièrement de ton avis sur l'instauration d'une véritable dialectique entre le foncteur d'oubli et le foncteur de relèvement. Je crois que c'est relèvement en français. Ah, relèvement, excusez-moi, j'avais dit seulement, relèvement. C'est pareil. Et sur la position effectivement antifixiste. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est très prégnant dans la théorie des catégories elles-mêmes. Et d'ailleurs, le dialogue que j'ai eu avec Alain Badiou lors de la journée qu'on avait organisée à l'école normale sur la théorie des catégories, à laquelle avait participé entre autres René Guittard, je dirais un mot de René Guittard. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion que René Guittard avait fait une présentation particulière à la théorie des catégories, puisque lui est un véritable spécialiste catégoricien. Je pense que ce dont j'ai parlé et qui est publié dans le volume Topos, puisque j'ai rédigé et j'ai publié ce livre d'Alain Badiou, qui est un livre fondamental, parce que la dimension philosophique est extrêmement mise en avant de la théorie des catégories, ce qui peut être étonnant, puisque Alain Badiou a essentiellement, au départ, fondé sa philosophie sur la théorie des ensembles. Donc, l'événement s'est entièrement appuyé sur la théorie classique des ensembles, puis sur la notion d'infini dans son dernier volume, qui est le volume 3. Mais dans le volume 2, Logique des mondes, Alain Badiou a dû revenir sur la théorie des catégories, parce que ce qui lui manquait justement pour faire le lien dialectique entre l'abstrait et le concret, ou entre le foncteur d'oubli et le foncteur de relèvement, si on le dit en termes catégoriques, c'était précisément une théorie des catégories, c'est-à-dire une théorie des relations. Et cette théorie des relations, cette théorie est fondamentale par rapport à une philosophie antisubstantialiste. Et c'est la désubstantialisation par les relations qui est déterminante. La désubstantialisation, c'est un des piliers de la philosophie bachelardienne, mais c'est aussi un des piliers fondamentaux de la théorie de Lotman. C'est aussi d'une certaine façon un point important par rapport à l'approche cavaillessienne. Mais cette désubstantialisation, d'ailleurs, c'est pour ça que le travail de René Guittard est très important. Il a y compris essayé de montrer qu'on pouvait faire une mathématique uniquement appuyée sur des flèches, dont on fait disparaître les objets, mais il n'y a plus que des rapports de flèches. Donc il radicalise ça. Donc il y a un certain nombre de textes qui sont très importants de Guittard là-dessus. Sur l'évidement, ce qu'il appelle l'évidement aussi, par rapport à la théorie des ensembles. Ça, c'est un point clair, fondamental, et qu'on essaie toujours de creuser. En l'occurrence, y compris avec les manuscrits de Grothendieck, qui touchent à la fois la philosophie, la mystique, l'art, en l'occurrence, en particulier avec ces diagrammes qui sont de véritables œuvres d'art. D'ailleurs, on a prévu de faire une exposition de peinture de ces diagrammes qui sont incroyables, hallucinants. Il ouvre un univers ou des univers complètement nouveaux, et je pense qu'on en a
encore dans 50 ans, on n'aura pas fini de tirer tout ce qu'il y a à tirer de ces milliers de pages inédites de Grothendieck. Après, sur le constructivisme, qui effectivement, du côté italien, a été superbement développé par Aldo Giorgio Gargani, qui lui est un grand spécialiste de l'école anglo-saxonne de philosophie analytique, tout en n'étant pas du tout analytique lui-même, grand spécialiste de Wittgenstein, certainement un des plus grands du XXe siècle. Ce constructivisme qu'il a développé dans le savoir sans fondement, ce qu'il a intitulé le savoir sans fondement, c'est lié à quoi? C'est lié à, je passe parce que le constructivisme, tu le trouves déjà chez des mathématiciens du 19e siècle, hein, Bianchi, des gens de ce type-là, hein. Donc, il y a des citations que j'ai tirées de ces écrits de mathématiciens liés à la relativité générale, mais des spécialistes de géométrie différentielle qui effectivement ont une position constructiviste, philosophiquement parlant, mais aussi au niveau mathématique. Et ce constructivisme, pour moi, il est lié, il est chez Bachelard. Il est lié, par exemple, à des notions comme la notion d'induction. Quand Bachelard écrit la valeur inductive de la relativité, il ne s'agit pas du tout de l'induction logique, l'induction telle que dominante, celle qu'on connaît, mais c'est l'induction au sens de l'induction électromagnétique chez Maxwell, par exemple. C'est-à-dire, un constructivisme physico-mathématique qui permet une hiérarchisation inductive des concepts physiques ou physico-mathématiques, une montée vers l'absolu, comme dit Lotman, et qui établit un certain nombre de relations, d'où le lien qu'on peut voir entre ce constructivisme et l'élaboration de la théorie des catégories. Et donc, on revient aussi aux positions que tu citais, Le Weir, on revient à ce type de position. Et donc, ce constructivisme est, comment dire, est opposé à une forme de déductivisme, comment dire, un déductivisme polpotien, si on peut dire, des théories axiomatiques les plus radicales. Et rentre là-dedans, évidemment, après, des mathématiciens comme Gödel, hein, dans ses écrits. Lui aussi, c'était un platonicien. Et ses écrits sont aussi très, très expressifs de cette constructivité des mathématiques et des limites des mathématiques formelles. Donc il y a tout un débat autour de ça, qui est d'un côté l'école hilbertienne, de l'autre côté l'école de Brouwer, et le positionnement intermédiaire, donc spectral, d'un certain nombre de physiciens ou mathématiciens comme Hermann Weyl, qui a été brouwerien à une période, qui connaissait très bien les théories de Hilbert, donc l'axiomatique fondamentale. Et je pense que c'est ce travail dans le spectre de Bachelard, c'était ça l'idée, c'est la notion de spectre. Il y a la notion de spectre même au sens de la physique. Et là, il y a deux pôles opposés, donc on retrouve les questions de dialectique. Il y a deux pôles opposés, et le problème, c'est que, y compris en philosophie, comme le dit Bachelard, on oscille en fonction des objets d'un pôle à l'autre, mais on n'est pas fixé sur un pôle ou sur l'autre. On est dans l'entre-deux. Et dans un mouvement, c'est ça la dynamique, dans un mouvement qui permet d'aller d'un pôle à l'autre. On peut à certains moments identifier un problème du côté du réalisme et puis de l'autre côté, du côté de l'idéalisme. Mais en général, la justesse se trouve dans le déplacement, dans le mouvement entre ces deux pôles. Alors après, on peut aller loin, hein. On peut aller sur les pôles de Dirac, on peut montrer que même en physique théorique, il y a des éléments qui sont affines à cette position philosophique. Oui. Donc voilà, moi je suis complètement, évidemment, je te remercie d'ailleurs de ces références parce que je suis complètement de cet avis sur la relation d'une dialectique
telle qu'elle est vue par le Weir. Qu'il renvoie d'ailleurs, il renvoie ça à Hegel, mais évidemment, c'est pas le Hegel standard, tarte à la crème, hein, c'est plutôt le Hegel de Kyrgyz, c'est-à-dire une relecture de la science de la logique. Parce que dans la science de la logique, il y a des phénomènes de récursion, de récursivité, de retour en arrière et de constructivisme qui n'avaient jamais été vraiment mis en lumière jusque-là par les commentateurs de Hegel. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Non, 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 tout à fait, hein, merci. Un grand merci. Merci à toi. Merci, Charles. C'est le sens de la philosophie du non chez Bachelard. Oui, La philosophie du non, le titre. c'est ça. Le nom est très important. Et- Anne-François Schmitt, Oui, oui, bonjour. Bon, bien sûr, les remerciements que tu as eus de tout le monde, et c'est juste pour tout ce travail d'épistémologie historique. Il y a, dans les discussions qu'il y a eu, j'ai été très sensible à ce qu'a dit de Moncel, son terme de partenaire. Oui, c'est ça. Et oui, et au fond, mon idée, c'est penser avec. Mhm. J'essaye de penser avec les philosophies, avec les morceaux de science que je connais, ce avec. Mais justement, je me demande si ce avec, c'est de la dialectique. Pour moi, ça ne va pas tout à fait, pas tout à fait de soi. Non, ça va pas de soi. Ça va pas de soi. Ça va pas de soi. Et, par exemple, je pense à la thèse de Feu mon mari, Économie générale des effets d'être. Eh bien, cette thèse est faite entièrement de topoi et de processus, mais pas de dialectique. Et je pense que dans mon travail épistémologique, j'essaye d'éviter les idées qui seraient projetées sur les sciences, les idées philosophiques qui seraient projetées sur les sciences. Par exemple, justement, la dualité qu'il y a, par exemple, entre théorie et expérience. Et à mon avis, il faut ouvrir ça. Il faut ouvrir ça. Bon, d'autre part, j'aimerais signaler que il y a des... Moi, je connais évidemment historiquement plutôt une période plus ancienne que celle que tu examines. Euh, Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Mais tu parlais d'ouverture. Oui, d'ouverture, oui, oui, d'ouverture. Et de non-exclusion. Mhm. J'essaye de penser les sciences et les philosophies sans exclusion. Sans exclusion. Donc, ça suppose de construire des sortes d'espaces de pensée où le Kampfplatz et, ou le polémos de Derrida n'aurait plus tellement d'importance. Et ça, c'est possible si on met le réel avant la philosophie. C'est une grande question que tu poses parce que, C'est une grande question, mais elle a beaucoup de conséquences dans le traitement des problèmes. oui, bien sûr, Oui, absolument. tout à fait, c'est ça. C'est ça, et c'est ces questions-là, ce sont ces questions-là que je me pose. Mhm. Oui, je comprends bien. Ouais. Cela dit, effectivement, toi, tu penses que effectivement, ce qui est déterminant, c'est le réel. Alors ça pose une question philosophique. C'est une hypothèse. Oui, Hein, oui, c'est une hypothèse. mais c'est une hypothèse qui fait comment dire, le milieu même des débats philosophiques. C'est la question du réalisme. Et c'est une Et je ne question. suis pas sûr que réel et réalisme, ce soit la même chose. Je ne suis pas du tout sûr. Réalisme, c'est une interprétation philosophique euh, bon, qui développe certains aspects du réel, mais
c'est particulier d'une certaine façon. Et, par contre, la question là, ce que tu développes là sur le polémos, euh, bah, pour moi, c'est très difficile en tant que philosophe de ne pas penser que la scène philosophique, comme disait Kant, c'est un camp flat. Oui, ben justement, Parce c'est que, ça, à mon avis, c'est ça qu'il faut transformer. par On exemple, comprend autrement la philosophie, justement, en supposant que le réel n'est pas touché, n'est pas compris directement par les philosophies, mais qu'elle précède les philosophies. Et ça change évidemment le rôle de la philosophie, oui, mais alors, évidemment. mais c'est la question du réel qui est toujours inaccessible, d'une certaine façon. Bien sûr, bien Euh, entendu. il est, Bien entendu. On estime justement que c'est réellement inaccessible. alors, le problème du constructivisme, c'est précisément ce réel euh, se déplace est très lié à une construction théorique. C'est lié- Oui, bien sûr, mais il y a une séparation entre le réel et la construction théorique. Les constructions théoriques peuvent être multiples. Peut-être pas aussi multiples que celles des modèles et des modélisations, mais peut-être tout à fait multiples. Oui, certainement. Oui, ça, je le conçois. C'est l'idée même de spectre, c'est ça. C'est le Le mouvement spectre, oui, tout à fait. Tout à entre. fait. Ouais, oui. Par exemple, comment tu envisages euh, notre situation actuelle, euh, l'école continentale, l'école analytique? Je pense qu'il est difficile d'éviter le polémos. Euh, Ah, ben, justement, je traite des deux sans polémos. mhm. Ben, pour moi, Pour toi, c'est pas possible. non, pour moi, c'est pas possible. Mais bien que ce soit très intéressante ton entreprise, mais pour moi, ce n'est pas possible. Je veux dire, ni pour Zalamea, ni pour Cohn, ni pour J'aime Bachung. beaucoup Zalamea, tu sais, je le connais, j'ai beaucoup. Mais Mais ça te gêne, cette polémique radicale qu'il a avec l'école analytique anglo-saxonne, en tant que mathématicien, hein, bien. c'est-à-dire, oui, oui, c'est-à-dire que quand je le lis, c'est pas sur ces points-là que je m'accroche, si tu veux. À mon avis, les lignes de démarcation devraient être faites un peu autrement. Alors, parce que moi, quand j'ai voulu traduire et publier sa philosophie de la mathématique contemporaine, Oui, c'est magnifique ce livre. ouais, qui est un C'est tout à fait livre, magnifique. Oui, quand, oui. quand j'ai lu ça, c'était encore à l'état d'épreuve dans la version anglaise. Oui, moi aussi. Il me l'a envoyé quand je donnais des cours à des étudiants de Sud-Amérique. Oui, Et c'est il m'a ça. envoyé le manuscrit avant sa publication. C'est ça. Ouais. Quand moi, j'ai lu ce livre, évidemment, la première idée, ça a été de dire, il faut le traduire, il faut absolument que je Mais fasse. absolument. Non, non, c'est un très, très beau livre. Bon, moi, je n'avais pas de collection chez Hermann à l'époque, donc je n'avais pas d'éditeur. Je suis allé voir quelqu'un que je nommerai pas, mais qui était éditrice. J'ai une collection. Donc, je lui ai laissé le manuscrit. Je lui ai dit que je trouvais que c'était un texte incontournable. Elle m'a dit, oui, c'est intéressant. Bon, déjà, moi, dire c'est intéressant d'un texte pareil, c'est un peu léger. Intéressant, ça veut pas dire. Oui, oui. Et C'est une sorte de petit mot comme ça. Ouais. elle m'a dit, moi, je publierai, mais pourquoi cette polémique, cette guerre avec les analytiques? En gros, je veux bien le publier s'il retire toutes ses attaques contre l'école analytique. Et pour moi, Ça, je demanderai jamais à un auteur. oui. L'auteur écrit ce qu'il a besoin d'écrire pour poser ce qu'il a à dire. Mais là, Alors, je vais pas contrer Zalamea là-dessus, mais non. je n'ai pas la même posture sur cette question-là. Et là, la posture était simple, c'est qu'il fallait qu'il vide complètement le- 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 l'élément, qui est quand même un élément clé
dans son interprétation philosophique des mathématiques contemporaines, en montrant que l'école analytique, elle s'est arrêtée en 1930, tout juste au niveau de Gödel, et que, à part la logique du premier ordre, ils connaissent pas grand-chose et qui n'ont aucun rapport avec les mathématiciens, parce que une chose est Oui, mais certaine, ça, une oui, chose, oui, une chose oui, est oui, oui, certaine, oui. c'est que les philosophes analytiques Ouais. anglo-saxons, Le contrairement à des- problème, c'est que la philosophie analytique, c'est un océan de tellement de choses c'est effectivement, que c'est difficile. C'est très difficile. et même Maintenant, devenus. je m'intéresse beaucoup aux travaux de Norma Sanchez, Mhm, qui a été nobelisable en 2019, mhm, pour la façon dont elle traite les relations entre la théorie de la relativité et le monde quantique. mhm. Mais si tu veux, je pense que c'était pour moi insensé de dire je vais vider le livre de Zalamea de ce Oui, point. alors je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. On va pas se mettre à faire des critiques parce que évidemment, quand on avance dans une démarche, comment dire, il y a toutes sortes de gestes qu'on fait pour pouvoir l'individuer. Et je ne le reprocherai jamais à un homme comme Zalamea qui a l'esprit tellement ouvert, même en littérature, pas seulement en mathématiques, mais aussi en littérature et en philosophie. Et comment Alors, dire? moi, Comment? je fais une différence, évidemment, entre l'école historique dite positiviste, c'est-à-dire la Vienne début de Bien siècle, sûr, hein, bien sûr. Herat, etc., jusqu'à Les différences, oui, mais je dirais plutôt que des différences. Dans les différences, on se bat toujours. Je dirais que c'est plutôt des variables de la pensée. Ouais. C'est comme ça qu'on a traité Laruelle et moi. On a fait le seul article qu'on ait écrit ensemble, c'est sur l'identité sexuée. Et justement, on a traité ce qu'on appelle la différence des sexes de variable pour adoucir, pour adoucir cette différence. ouais, ça, c'est tout, c'est tout un débat et c'est toute une question, hein. Ah oui, ça va très loin. Ah oui, ça va très loin. Mais je suis assez d'accord avec Hamdi Mlika sur ce qu'il a dit sur la dialectique. Il y a différents sens, il y a différents... Et puis on l'utilise un peu comme une machine, comme une de ces machines soviétiques qui, qui, C'est qui, ça. qui pèse sur le sol, qui fait beaucoup de bruit, mais comme si c'était la seule chose qui nous permettait de penser, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cas. C'est important, bien entendu. Et je suis admiratif de tous les philosophes, donc aussi de Hegel et de sa dialectique. Très admirative, bien entendu. Oui, mais comment dire, c'est un Oui, peu si une. je, Oui, oui, vas-y, si je peux Jean-Claude. intervenir, comment dirais-je, comme je suis irénique, Voilà, j'ai un moi désir, aussi. j'ai un désir soudain de vous mettre d'accord. Parce que si on repart de la notion de polémos, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que dit Deleuze quand dans ses pourparlers. Il dit que dans la philosophie, il y a bien entendu des conflits, mais il ajoute ce sont des conflits pour rire. Mais comment est-ce qu'il peut C'est dire très ça? bien, c'est très bien. Oui, 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 je suis Parce que, d'accord. parce que ce sont des conflits pour rire, parce qu'il y a de tout autre conflit. Parce que nous, collectivement philosophes, nous avons de tout autres ennemis. Euh, comment Deleuze en fait une énumération, vous pourrez vous y reporter, c'est ce qu'il appelle les puissances. Il y a des Mhm. puissances. La télévision est une puissance. On pourrait faire une liste, évidemment. Deleuze parlait de la télévision, maintenant on n'en parlerait même plus parce elle est supplantée par d'autres puissances. Ça, c'est là qu'il y a lieu d'avoir un véritable polémos. Nous sommes en guerre. De toute façon, même si on ne leur déclare pas la guerre, elle déclare la guerre à la philosophie, elle.
Alors, c'est en ce sens que, inversement, quand on fait de la philosophie, ben, nous savons bien que nous avons des conflits, effectivement, mais comme dit Deleuze, ce sont des conflits pour rire. Parce que, de toute façon, ça consiste à faire de la philosophie. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Philosophie pour rire, je dois dire que les demandes de philosophie aussi, les demandes de philosophie dans l'entreprise, dans l'État, Oui, etc. Voilà, oui, ça oui, bien c'est sûr. tout à fait extraordinaire. De toutes sortes, On peut toutes faire, sortes on peut transformer, transvaluer la valeur de l'éthique et de la philosophie dans toutes sortes de choses. Ce qui me frappe, c'est oui, qu'on parle de philosophie partout, ou presque. oui, parce qu'il y a toujours des C'est pour ça que simulacres j'ai écrit un petit qui article qui sont à s'appelle Le l'affût. philosophe qui ne parlait pas. D'accord, ouais, oui. Il y en Le avait un qui philosophe qui ne n'écrivait parlait pas. rien, ben, il en faut un qui ne parle pas, d'accord. Oui, oui, parfois, parfois. Oui, Mais je suis d'accord avec. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur la critique de la philosophie analytique. Peut-être on demandera à Charles de nous faire une autre conférence à ce sujet. Qu'est-ce qui va pas avec la philosophie analytique? Mais d'après ce que j'ai compris, c'est commerciable, c'est-à-dire un livre de philosophie analytique peut être vendu, ça peut marcher. je ne sais Donc, pas. Je ne sais pas de toute façon, comme l'a dit Anne-François, c'est tellement vaste un livre qui que C'est critique un la océan. philosophie analytique, C'est un océan. Moi, je ça peux peut ne pas. pas marcher. Ouais, c'est difficile à inventorier. Oui, absolument, oui, absolument. Je suis tout à fait déjà. d'accord. Et comme disait Descartes, il faut faire d'abord la liste complète des cas possibles. Alors, c'est un Oui, défi. et quand on l'a faite, on sort et on voit qu'on a oublié la Lune, Voilà, comme exactement. Borges. Non, mais c'est un vrai débat. Je pense qu'effectivement, Faut faire des revues complètes, comme disait Descartes. J'espère qu'on aura l'occasion Mais oui, vraiment de le absolument. reprendre et d'approfondir un peu ah Ce oui, les serait, positions des c'est uns un des bon, autres. c'est un bon sujet, effectivement. Parce qu'on parle surtout de philosophie post-analytique. Je ne sais pas où placer Quine, est-ce que c'est un philosophe analytique? Non. Où Oui, placer tout ce que fait aujourd'hui Le l'intéressant en poste a souvent épistémologie? une valeur On un peu parle c'est tout un idéologique. programme. C'est tout un programme. d'épistémologie analytique ou de sociologie analytique. Mm. C'est-à-dire, c'est un type de pensée ou d'investigation vraiment Et maintenant, de la très métaphysique pointue, très analytique. scientifique, très Ils sont Je scientifique. revenus à pense. la métaphysique. oui. Je Oui, pense. il y a une métaphysique Oui. scientifique. Et et au départ, on parlait de philosophie scientifique, c'est-à-dire on voulait une Oui, oui, philosophie un mais peu débarrassée un peu. c'était l'époque du cercle de Vienne, du Oui, oui, positivisme logique, oui, mais tout oui. ça, c'est localisé, c'est de l'histoire. Jusqu'à C'est maintenant, avec localisé, mais Quine, ça a on parle été. de la philosophie dans les sciences, à l'intérieur des sciences, avec les sciences. Oui, mais toutes Et il sortes n'y a de pas beaucoup de positions. différence entre la philosophie et les sciences, finalement. C'est une question de Toutes sortes de degré. positions. Ah Parce que oui, justement, c'est une la remarque que je voulais philosophie faire aussi. analytique, c'est un peu comme tous les partis dominants en politique. S'il y a un parti qui domine, à l'intérieur de ce parti se reconstituent les oppositions qu'il a réussi à vaincre. Et donc, c'est un peu Bien comme sûr, ça. bien Mm. sûr. Moi, j'ai toujours trouvé génial l'idée que la philosophie ne donne pas de théorie, elle ne donne pas de système, elle donne un comportement qui est clair, comme ce soir, Charles nous a éclairé sur beaucoup de points. C'est un travail, une activité d'éclairage, de clarification. Et je trouve que Charles est un peu, il a fait de la philosophie analytique ce soir. Sans le- Oui, c'est vrai. C'est tout à Il fait n'a vrai. pas cherché à théoriser, il a cherché à problématiser, Ah à ben, clarifier des zones d'ombre et à aller. Oui, depuis que les analytiques veulent faire de la métaphysique, effectivement, moi je suis analytique. Euh, c'est quand même pas le moindre des paradoxes que les analytiques aujourd'hui reviennent sur la théologie, l'esprit, la métaphysique sur lequel ils ont craché pendant des décennies. oui, oui, C'est mais quand ça, c'est ça, je te disais, il y a des écoles à l'intérieur, il y a des chapelles, si tu veux, à l'intérieur de l'école. Oui, je crois, c'est-à-dire peut-être euh, grâce à Popper. Et la Popper jouait un grand rôle important dans cette oui, oui, démystification autour de nous. c'est un maillon central, Popper, dans cette affaire. Enfin, il y a eu Carnap au début parce que c'est lui qui a produit l'américanisation de l'école analytique, Oui. qui est ici aux États-Unis, alors qu'avant, il y avait un débat qui avait lieu entre l'école rationaliste européenne
et les analytiques, plutôt les positivistes, deviennent. Il y a eu, Mhm. il y a eu, il y a eu une coupure dans les années 30 où les choses ont changé. Et puis 35, quand effectivement Carnap va virer tout ça du côté des États-Unis, puis à l'école américaine, et puis à l'école anglaise, et puis etc. Mais c'est une histoire qui est encore à écrire et qui est d'une complexité réjouissante. Donc, Oui, c'est toujours intéressant, c'est-à-dire Et- en France, la philosophie analytique en France. Je crois il y a eu, et s'est déroulé à Nanterre, je crois, un grand colloque sur Wittgenstein en France ou quelque chose tout récemment, il y a quelques jours. Mm. C'est très intéressant. Nous aussi, dans le numéro 55, qui est en cours de réalisation, nous allons consacrer un petit dossier sur Bouvresse et sur Christiane Chauviré, c'est-à-dire sur ce Mm. couple-là, son impact, sa place dans la philosophie analytique Mm. française. Moi-même, Mm. j'étais étudiant avec le regretté Jacques Bouvresse. J'étais en 92, je faisais mon mémoire de DEA Paris 1 sous la direction de Jacques Bouvresse avant de faire ma thèse avec Pascal Angèle. Donc, je suis bien dans la philosophie analytique française, mais Oui. je Mm. suis très Mhm. Mais dedans. avec Et, des liens mais avec on l'analyse. organise, oui, hein. Donc là, on est au travail sur un petit dossier Bouvresse-Chauviré où on va traduire notamment en arabe quelques textes qui sont classiques. Par exemple, le texte classique de Bouvresse, c'est une conférence donnée à Genève, je crois, sur le platonisme. Le Ah platonisme, oui, c'est d'accord. la thèse qui dit qu'il y a des entités abstraites, que les objets abstraits existent, hein. On ne doit pas oublier ça, que vraiment, c'est une thèse ontologique, hein. Vraiment, les platonistes, c'est une thèse ontologique qui donne de l'être à des entités abstraites, à des idéalités mathématiques. Enfin, il y a l'interprétation phénoménologique de Descenty, de Maurice Cavin, etc., qui va un peu développer autre chose, un anti-platonisme à la française, qui va s'inspirer à la fois de la phénoménologie, mais qui va un peu battre en brèche le platonisme, etc. Mais je pense que c'est un débat sur lequel on doit revenir, et oui, peut-être on aura l'occasion. Peut-être absolument. le 6 novembre avec Anne-Françoise Schmitt, qui Oui. va nous parler de l'hypothèse, du Oui. rôle de En l'hypothèse en philosophie. philosophie, et on aura l'occasion peut-être de reprendre quelques éléments de discussion avec elle le 6 novembre, mais notamment, je vous invite le 27, c'est-à-dire c'est demain, c'est lundi, c'est une belle rencontre, j'espère, avec Jacques Dubuc. Jacques Dubuc, qui va nous parler de la coopération épistémique. C'est-à-dire, c'est quelque chose de vraiment inédit. On aura une rencontre avec Jacques, qui était mon professeur aussi à l'Institut Louis Le Four en 92-13. À l'époque, je faisais mon DEA entre Paris 1 et Rue Le Four. Je, J'étais je l'ai ent- bon je l'ai souvenir de entendu. Jacques Dubuc. C'est quelqu'un qui défendait le formalisme. Hilbert, peut-être c'était la première fois que j'entendais le nom d'Hilbert, et c'était Ouais. très motivant et stimulant pour la recherche et la Il est pensée de très façon bon. générale. Il est très bon pour démontrer le théorème de Gödel. Ben, on verra ça lundi. Alors, je Oui, vous invite, bien sûr, je vous enverrai le lien si vous aurez un peu de temps consacré D'accord. pour nous. Ben, ce sera entendu. avec plaisir. Je vous Vraiment. Entendu. remercie beaucoup de tout, du fond de mon cœur, de votre soutien, de vos encouragements. Et c'est un travail que j'essaye de faire ici pour les étudiants, les chercheurs et pour tout le réseau de la revue Al-Mokhatabet, qui est un réseau assez Oui, large, oui, spectre large, qui couvre presque tous les pays arabes et au-delà, bien sûr. Magnifique. entendu. Ben, Merci Mohamed. Mohamed Balroumi, c'est un doctorant, il fait une thèse avec moi. C'est un professeur de mathématiques, et je tiens à le remercier parce qu'il est resté jusqu'au bout et à écouter. Je pense que c'est très important d'être à l'écoute. Oui, Mohamed, c'est à toi la parole de la fin. J'ai Mohamed. une question, s'il vous plaît. Oui, Merci, Mohamed. merci, monsieur Charles. Bon, le sujet est très difficile à traiter ici. J'ai
trois petites questions ici concernant le sujet. Merci à tous les intervenants pour ces idées riches. Monsieur Charles a parlé de l'évolution de la symétrie et de l'antisymétrie chez Lotman. Bon, l'involuté illustre la dynamique entre la symétrie et la... Ça, c'est la question numéro un. Bon, Juste, deuxième Mohamed, question. un instant parce que ça s'est coupé. Je ne sais pas, est-ce que Charles, est-ce que Non, vous avez bien? c'est très Bon, coupé. Ah, ça a coupé, Baroumi. j'ai dit la question, Oui, comment l'involuté illustre la dynamique entre la symétrie et l'antisymétrie. Question numéro un. c'est-à-dire refaire toute la conférence. Oui. Oui, la deuxième question, Mohamed. Deuxième question. La deuxième. Comment la symétrie et l'antisymétrie s'articulent-elles avec la dualité possible réalité? Troisième question. Peut-on dire que la symétrie est un moteur, l'antisymétrie est un moteur de nouveauté? Nouveauté. Voilà les trois questions. Et merci, M. Hamdi, merci, M. Charles, merci tout le monde. Mes grands professeurs. Merci à toi, Mohamed. Parce que je suis avec des grands professeurs ici. Merci, M. Hamdi. De rien, il n'y a pas de quoi. Merci pour les questions, mais je pense que la première, ce que j'ai compris, je pense que j'en ai plus ou moins répondu avec Lotman. Maintenant, l'antisymétrie, effectivement, comme dit Lotman, mais comme dit Curie, c'est l'élément déterminant. C'est pas la symétrie, c'est l'antisymétrie. Et donc, nécessairement, c'est le facteur de nouveauté, pour répondre à la dernière question, si j'ai bien compris. Très bien. Donc, Barhoumi, est-ce que Oui. tu es convaincu par... C'est une réponse Non, mais oui. je ne trouve pas clair ici le problème. Oui, mais c'est peut-être... C'est un tu aurais problème. dû poser ta question dès le début, je crois, début de la discussion. Mais c'est un problème difficile, mais bon, je pense que le texte de Curie et le texte de Lotman répondent assez bien à ces questions, hein. Je pense qu'il faut revenir sur le texte de l'énantiomorphie effectivement de Curie et le commentaire qu'en fait Lotman, mais je pense qu'il répond à ces trois questions. Mais bon, je ne peux pas reprendre toute D'accord. référence là. Oui, Sur, oui, bien sur sûr, la Charles. symétrie, Oui. est-ce que tu as lu en physique Van Fraassen? Oui, oui, j'ai lu son livre, j'ai même participé à un séminaire avec lui, et donc la position de Van Fraassen est intéressante, elle est assez complète, Oui, elle est assez je complète, trouve. mais effectivement, c'est particulièrement intéressant sur ce problème-là. Oui, absolument. Donc il y a aussi Van Fraassen à aller voir si on veut Oui, approfondir encore. absolument, je suis d'accord. Ah oui, je suis d'accord. Ben, merci en tout cas pour les questions. Merci à vous, Charles. Merci à tout le monde. Merci, Mohamed. Donc, je vais clôturer cette rencontre avec Charles Aluni. Je le remercie encore une fois. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. À une prochaine rencontre, ça sera le 27 octobre à la même heure.
il y aura un changement d'heure à Paris, donc on sera au même niveau horaire, donc à 19h, heure de Paris, de Tunis. On aura l'occasion de rencontrer Jacques Dubux qui va nous parler de la coopération épistémique. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous. Très bonne fin de soirée. Au revoir, merci. Au revoir. Ciao. Ciao, Merci. ciao, ciao. Merci Francesco. Grazie, Merci, grazie a bravo. voi. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.